Le docteur Lassina Semporé est notre invité du jour. Il est archéologue responsable du laboratoire d'archéologie, d'histoire des arts et des techniques de l'université Joseph Kizerbo. Il est également ancien secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture du Burkina. Avec lui, nous parlerons de la recherche et de l'archéologie au Burkina, enjeux, défis et hommages aux pionniers. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci pour cette invitation au déjeuner. Et justement, pour commencer ce déjeuner ensemble, oui, est-ce qu'on peut revenir sur le concept de l'archéologie? Qu'est-ce que c'est? Comment on l'a défini? Quelle est son importance pour nos pays? Il faut tout un cours pour cela, mais disons que pour écrire l'histoire, on a besoin de plusieurs sources d'informations. Très souvent, les sources que les gens connaissent, ce sont les sources orales. On peut aller interroger des gens dans les villages, un peu partout. Et le deuxième type de sources, ce sont les sources écrites. Mais vous savez que quand on prend les sources orales, il y a des limites. Quand vous assistez à un événement, ce n'est pas sûr que tout le monde va raconter de la même manière ce qui s'est passé. Donc il y a des lacunes à ce niveau. Si on prend aussi les sources écrites, on ne peut pas reculer au-delà de la colonisation, parce que c'est avec la colonisation qu'on a introduit l'écriture au niveau de l'Afrique et peut-être du Burkina Faso. Alors que des gens ont vécu avant l'écriture, des gens ont vécu avant 100 ans, comment est-ce qu'on peut écrire leur histoire? En ce moment intervient l'archéologie, qui est une source qui permet d'écrire l'histoire à partir des vestiges. Qu'est-ce que les gens d'avant ont laissé et qui permettent aujourd'hui de les étudier, de les connaître, de les comprendre. Donc pour résumer, on peut dire que l'archéologie, c'est une discipline, c'est une technique manuelle et professionnelle. C'est aussi une profession, voilà, avec des spécialisations. En bref, c'est une science qui permet de construire un savoir ordonné dans le domaine du passé. Alors, on parle d'archéologie, on parle aussi de recherche. Est-ce que les deux sont complémentaires? Est-ce que les deux sont pareils? L'archéologie, c'est une science. Forcément, on fait de la recherche en étant archéologue. Puisque c'est pas du domaine de l'imagination, c'est pas du domaine des légendes, des contes, c'est vraiment un savoir construit, un savoir ordonné à partir d'une étude, et c'est ce qui fait que c'est une science. Tous les archéologues du monde entier travaillent de la même manière. Oui. Quand on regarde, il y a aussi cette donne que je n'ai pas annoncée quand je vous présentais. Vous êtes le premier archéologue entièrement formé au Burkina, et pour vous, comment se porte le métier d'archéologue au Burkina? Est-ce que c'est un métier qui est reconnu? Est-ce qu'il y a ce retour de la part des différents étudiants que vous avez eu à former? Est-ce qu'on en a suffisamment au pays des hommes intègres? Le Burkina a en gros 274 000 km² et nous avons à peine une vingtaine d'archéologues répartis sur tout le pays. Nous sommes en nombre très très insuffisant. Il aurait fallu qu'on ait un archéologue par commune, par exemple. Il aurait fallu aussi qu'il y ait plusieurs spécialistes, parce que le temps de l'homme est composé de plusieurs étapes et on n'a pas toutes les spécialités. Donc, mais de plus en plus, on a un engouement. Les étudiants savent que c'est une source, c'est un métier sur lequel on peut compter aussi, non seulement pour avoir des revenus, mais aussi pour avoir du savoir. Et nous savons aussi que pour vraiment écrire l'histoire de l'Afrique, au regard de tout ce qu'on a comme difficulté, l'archéologie est vraiment une source qui a de l'avenir. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec un nombre insuffisant en termes d'archéologues au Burkina? Est-ce parce que le métier, peut-être pour beaucoup au niveau des jeunes, ne nourrit pas son nombre? Est-ce parce qu'en termes d'études, il y a beaucoup de complications? Qu'est-ce qui justifie cela pour vous? Est-ce aussi les difficultés que les étudiants voient à travers leurs enseignants archéologues? Bon, si c'est pour ça, dans toutes les disciplines, on a des enseignants de plusieurs facettes. Moi, je pense que il y a la durée. Il faut 7 ans d'études pour être déclaré archéologue. Et tout le monde n'est pas prêt à s'asseoir sur le campus durant 7 ans. Deuxièmement, c'est une discipline budgétivore.
Hein. Il faut d'abord étudier, ensuite il faut faire le terrain. Pour aller sur le terrain, on a besoin de plusieurs commodités et c'est un métier que l'on fait en équipe. On ne peut pas travailler sur le terrain. Et ensuite, après le terrain, il y a ce qu'on appelle le post-fouille. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez des éléments à dater, il faut encore beaucoup d'argent. Et tout ça réuni, je pense aussi que il n'y a pas assez de bourses pour permettre à des étudiants de se lancer dans cette étude. La plupart de ceux qui l'ont fait le font à titre personnel. Et voilà, il y a beaucoup de difficultés qui font qu'on n'a pas assez d'archéologues. Oui. Rien que dans le cadre de la préparation de l'émission, hier j'en discutais avec un collègue qui me disait, est-ce que ce n'est pas une science réservée à d'autres pays? Est-ce que pour nos pays il a son importance? Et d'où ma question, quelle est son importance pour l'identité africaine que nous avons, pour l'histoire dont on a besoin de le tracer? Aujourd'hui, on parle de souveraineté, on parle d'un certain nombre de choses qui existaient déjà en Afrique et certains le découvrent malheureusement maintenant. Quelle peut être l'importance pour justifier aussi la nécessité que nous ayons des archéologues bien formés? En définissant l'archéologie, je dis que c'est une source qui permet d'écrire l'histoire. Pendant longtemps, des gens ont osé écrire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Des gens ont dit l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. Alors il faut répondre. Et on ne peut répondre qu'avec des preuves. Et l'archéologie est cette science-là qui apporte les preuves. On a par exemple dit que pour la métallurgie ancienne du fer, la technologie est venue d'ailleurs. Nous avons pu démontrer qu'au Burkina Faso, 800 ans avant Jésus-Christ, il y avait des gens qui savaient rechercher des minéraux riches, des gens qui savaient construire des structures de réduction et des gens qui savaient extraire le fer. À ce moment, il n'y avait pas d'apport extérieur en termes de ressources humaines. Voilà. Nous avons les ruines de l'Européenie où on nous a fait croire pendant longtemps que, au regard du fait que c'est sous forme quadrangulaire, c'est inimaginable avec le génie noir. Nous avons pu démontrer avec les datations que, au moment de la construction des ruines de l'Européenie, il n'y avait pas une population occidentale ici. Vous voyez. En clair, l'archéologie permet d'avoir des preuves pour contrer certains arguments qui réduisent le nègre au néant, qui fait que le nègre n'a rien inventé, qui fait que le nègre n'a pas contribué au développement de l'humanité. Ouais. Alors, dites-nous, docteur Saint-Poré, qui sont les pionniers de l'archéologie au Burkina et quelle a été leur contribution dans l'histoire que nous avons aujourd'hui? Ok. Alors, l'archéologie est venue au Burkina avec la colonisation. D'accord. Mais les acteurs de la colonisation n'étaient pas vraiment des archéologues. C'était des missionnaires, c'était des médecins, c'était des militaires qui étaient là, mais qui tournaient un peu partout et qui prélevaient des pièces, donc qui jouaient à l'archéologue. Par la suite, d'autres archéologues, d'autres scientifiques sont venus, mais n'étaient toujours pas des archéologues. C'était des géographes de l'OSTOM, du CNRSC, etc. C'est à partir de 1973 qu'un Burkinabé est arrivé et a mis en place le système qui allait permettre d'avoir des archéologues burkinabés. Et cette personne, c'est le professeur Jean-Baptiste Ketega. Il a mis en place un programme de recherche, un programme de formation qui a permis d'avoir les premiers archéologues qui sont aujourd'hui à la retraite et sur lesquels nous avons prévu de rendre hommage. Oui. Alors, quand on prend ces personnalités, qu'est-ce qu'ils ont eu à apporter dans l'histoire que nous avons du Burkina? Vous avez pris l'exemple du professeur Ketega. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui ont eu à apporter des choses? Si on reste sur le professeur Ketega, il a été pendant longtemps conseiller culturel, conseiller du ministre en charge de la culture. C'est quand il était conseiller que, par exemple, on a commencé les premiers inventaires du patrimoine culturel au Burkina Faso. Après, nous avons quelqu'un comme professeur Milogo Kalou Antoine. L'exposition est intitulée 400 000 ans de présence humaine au Burkina Faso. Et c'est grâce aux travaux du professeur Kalou Antoine Milogo que nous avons cette information. C'est un paléolithicien, un spécialiste de la période de la pierre taillée, qui a fait des recherches au nord et qui a vu de l'outillage qui permet aujourd'hui de dire
ce type d'outillage-là date de telle période et qui montre que des gens étaient là. Vous voyez, si vous prenez docteur Nao Oumarou, c'est un spécialiste d'histoire de l'art, notamment des masques. Vous voyez que de plus en plus, il y a des recherches sur les masques, on parle beaucoup des masques, etc. C'est grâce à ce qu'ils ont eu à faire là qui nous permettent aujourd'hui de considérer aussi le masque comme une source pour écrire l'histoire, surtout l'histoire de l'art. Et nous avons aussi le professeur Côté Lassina, qui est un néolithicien, donc la spécialiste de la période de la pierre polie. Donc il a étudié cette période et il a surtout étudié la céramique. C'est grâce à lui qu'on sait, on connaît la chaîne opératoire, comment est-ce qu'on prélève l'argile, comment on traite l'argile, comment on façonne les différentes formes, comment on organise les cuissons, comment on porte les décors, ainsi de suite. Vous voyez, chacun de ces chercheurs pour lesquels nous rendons hommage là a vraiment contribué pour l'avancée des connaissances, mais aussi pour la formation de la relève. Voilà. Alors, on ne va pas refaire un cours entier, mais pour comprendre comment est-ce que l'archéologue arrive à travailler, lorsque vous vous rendez sur un site donné pour effectuer une recherche, comment est-ce que vous procédez? Est-ce qu'il est coûteux? Est-ce qu'il prend du temps? Comment est-ce qu'on arrive à retracer toute une histoire à travers des fouilles? Est-ce qu'il se fait à travers les manuscrits ou est-ce à travers, un peu comme ce qu'on voyait au niveau de l'Égypte ou dans les pyramides, on arrivait à faire des recherches à l'intérieur, à creuser, à fouiller, à nettoyer? Comment ça se fait concrètement? Alors, dans un de mes cours là, j'aime dire aux étudiants que l'archéologie commence dans le document et finit dans le document. Pourquoi? Avant d'aller sur un site, nous devons essayer de lire, de rassembler des informations pour voir où est-ce que, là où on va là, par exemple, où est-ce qu'on peut loger, c'est à quelle distance de l'université, qui est le gouverneur, est-ce qu'il y a la gendarmerie, est-ce qu'il y a la police, est-ce qu'il y a des infrastructures de logement. Donc, il y a une recherche que nous devons faire pour préparer même la mission. Ensuite, il faut réunir l'équipe. Si on doit travailler sur un site de préhistoire, il y a un type de personnel qu'il faut avoir. Si on doit travailler sur un site de la période historique, il y a aussi un type de personnel et d'outillage, de matériel qu'il faut avoir avant d'aller sur le terrain. Et comme je l'ai dit, on travaille toujours en équipe. Alors il faut voir le nombre de personnes qu'il faut, le nombre de jours qu'il faut et déterminer qu'est-ce que les gens vont manger pendant, où est-ce qu'ils vont dormir, combien ça coûte, etc. Et une fois sur le terrain, il faut prendre la tâche avec les CVD, les rois, les chefs de village, la gendarmerie ou la police. Ou en tout cas, il faut faire en sorte que la population vous accueille, vous intègre et joue même le rôle de protecteur pour vos travaux. Et ensuite, nous faisons les recherches proprement dites à travers un système que les archéologues connaissent. On travaille par carré et on organise les gens à travailler par carré. L'archéologue peut diriger lui-même le chantier, mais il peut aussi faire appel à d'autres personnes qui vont l'aider. Un botaniste par exemple, quelqu'un qui s'y connaît avec au niveau des ossements. Bref, on peut faire appel à d'autres personnes et ça rallonge encore le budget de la chose. Et une fois que les informations ont été réunies, il faut revenir à la base, au laboratoire. Et c'est pas fini. C'est à ce moment que commence une autre phase du travail. Il faut essayer de comprendre ce que vous avez trouvé là. Qu'est-ce que ça peut vous donner comme élément pour l'histoire. Et une fois que ce travail est fait déjà, il faut aussi aller solliciter d'autres analyses. Nous n'avons pas par exemple de laboratoire de datation au Burkina et il faut envoyer des éléments qui peuvent faire l'objet de datation en datation. Alors si on a besoin d'autres spécialistes, on peut aussi les faire appel pour qu'ils nous expliquent ce que ça veut dire de trouver du pollen, ce que ça veut dire de trouver des arêtes de poissons, ce que ça veut dire de trouver un objet en bronze, ainsi de suite. Vous voyez, c'est comme ça que l'archéologue travaille. Et beaucoup de temps après maintenant, il s'assoit, il fait la synthèse de sa découverte. J'ai fouillé telle année à tel endroit. Voici ce que ça donne comme résultat. Donc, c'est un travail qui demande beaucoup d'argent, beaucoup de temps et vraiment fastidieux. Mais c'est aussi un travail façonnant de pouvoir à un moment dire partir de zéro pour permettre à une communauté, à un pays d'avoir une information essentielle. Est-ce que c'est ce type de recherche qui a été effectué s'agissant par exemple des ruines de l'Oropénie ou encore du site de métallurgie? Alors pour les ruines de l'Oropénie, nous avons fait des recherches pour voir qui a construit les ruines de l'Oropénie.
pourquoi on a construit les ruines de l'Européenie et quand est-ce qu'on a construit les ruines de l'Européenie. Et les éléments de réponse ont convaincu l'UNESCO pour dire ça, ce site-là, c'est un site qui doit être inscrit sur la liste du patrimoine mondial pour que les générations futures sachent que quelque part en Afrique, il y a eu des hommes qui ont vécu et qui ont pu organiser le travail pour tailler la pierre, pour mouiller l'argile, et des gens qui s'y connaissaient en mathématiques et pour construire des murs qui, plus de 1000 années encore, tiennent debout. Ce que nous n'arrivons même plus à faire avec du béton. Et pour la métallurgie ancienne du fer aussi, c'était un peu pareil. Pourquoi? Dans la littérature, on nous a dit que la technologie pour avoir le fer est venue de l'extrême-orient. Voyez, nous disons non, ok, il n'y a pas de souci. Nous avons fait des recherches. Nous n'avons pas les machines qui font les datations. Nous avons envoyé les éléments en datation en Occident. Et c'est les mêmes machines qui datent les choses un peu partout là, qui nous ont dit que ce que nous avons au Burkina date au minimum de 8 siècles avant Jésus-Christ. Or, de Jésus-Christ à maintenant, ça fait 2000 ans. Donc nous avons grosso modo 2800 ans que des gens étaient au Burkina. On peut dire des ingénieurs, parce qu'ils connaissaient les roches, ils connaissaient les arbres qui permettaient d'avoir du charbon, ils connaissaient comment faire en sorte que le charbon puisse calciner le minerai dans une structure de fourneau. Vous voyez? Et après, une fois qu'on a obtenu le fer, comment le transformer en un outil qui va permettre d'améliorer la vie, et un outil aussi qui va permettre de faire des conquêtes et agrandir le territoire, ou des outils qui vont permettre de se défendre en cas d'attaque. Donc vous voyez un peu comment l'archéologue a pu travailler pour rendre au noir sa fierté. Alors, docteur, je ne peux m'empêcher de poser cette question puisque je suis en face d'un archéologue. Comment vous expliquez, sur le domaine infrastructurel, sur le domaine de la construction, comment vous arrivez à expliquer que dans l'Antiquité, quand on regarde, vous avez pris l'exemple des ruines de l'Européenie, on avait déjà ce mécanisme, on avait cette ingéniosité de trouver le matériel nécessaire pour construire des bâtiments qui étaient durables, contrairement à aujourd'hui où avec l'évolution technologique, avec tout ce qui est mis à notre disposition, on arrive à se retrouver avec des bâtiments qui ne tiennent pas le coup d'une saison pluvieuse qui arrive. On arrive à ne pas tenir avec du bitume sur plusieurs années. Qu'est-ce qui explique quel était le matériel le plus utilisé à l'époque dans vos recherches qui puisse justifier qu'aujourd'hui on n'arrive pas et que peut-être on ait besoin de repartir à la source? Alors, bon, je n'ai pas certainement toutes les bonnes réponses. D'accord. Mais je me dis que par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir un problème de rigueur, un problème de concentration, un problème de sérieux dans ce que nous faisons. Ça, c'est un constat de profane dans le domaine de l'architecture. Mais si je regarde ce qui s'est passé avant, si vous prenez le fourneau qui permet de réduire le minerai du fer, c'était un fourneau bâti avec de l'argile de termitière. Ça veut dire qu'il y avait même un choix rigoureux qui est fait sur le matériau de travail. Alors qu'aujourd'hui, pour construire nos maisons, il suffit de tourner derrière la cour là, on réunit de la terre, on met de l'eau et c'est des briques. Avant, on prenait tout le temps qu'il fallait pour choisir la bonne argile, pour la malaxer avec tout le temps qu'il faut avant de procéder à la construction. Voilà un peu. Mais au-delà de tout ça, je pense que nous avons le même cerveau. Donc, les gens de l'époque préhistorique ont utilisé leur cerveau et avaient un problème de conscience pour les générations futures. On ne bâtissait pas pour nous-mêmes, mais on bâtissait en pensant aussi à des gens qui vont venir et qui ne devraient pas casser pour reconstruire, je me dis. Voilà. Alors, docteur, quand vous regardez aujourd'hui, quels sont les défis qui s'opposent aux archéologues et aux chercheurs au niveau du Burkina? Quels sont les principaux défis de l'heure? Bon, je me dis que grosso modo, je vois 5 défis. Le premier défi, ça va être le manque de ressources. Nous manquons énormément de ressources financières pour travailler. Comme je l'ai dit, l'archéologie est budgétivore. Voilà, il faut aller en équipe, il faut beaucoup de carburant, il faut beaucoup pour les analyses et après il faut beaucoup aussi pour produire. Par exemple, l'exposition que nous sommes en train d'organiser, il faut un catalogue et ça coûte cher. Voilà, donc la première des choses, c'est le manque de ressources. Deuxièmement, je pense qu'il n'y a pas encore un inventaire complet du patrimoine physique du Burkina Faso. On ne sait pas
à l'intérieur des 274 km² là, réellement, qu'est-ce qu'on a comme potentiel archéologique? C'est là, compte tenu du fait qu'on n'a pas des archéologues, par exemple, dans chaque commune, qui vont s'occuper de ce travail d'inventaire-là. Vous voyez, quand on parle d'inventaire, bon, c'est des gens qui quittent Ouaga en mission pour aller 2-3 jours, faire des tirées et revenir. Ce n'est pas suffisant pour faire un inventaire et surtout pour faire de la documentation. Parce qu'il ne suffit pas de connaître, mais il suffit de dire ce que ça veut dire. Voilà. Et troisièmement, c'est la rareté même des fouilles. Hein. On organise très rarement des fouilles. Et si on ne fouille pas, ça signifie aussi que ça ralentit les découvertes. Vous voyez, donc il faut des ressources pour organiser ces fouilles-là. Justement là-dessus, docteur, quel est ce mécanisme qui doit actionner ce levier pour qu'on puisse faire de la recherche, pour qu'on puisse faire de la fouille? Est-ce que c'est à vous de le faire? Est-ce que c'est à l'autorité? Puisque vous dites qu'il n'y en a pas assez. Qui doit actionner le levier? C'est une très bonne question. Disons, comme la chanteuse là, tout le monde est coupable. Nous sommes coupables, nous, archéologues, mais l'État aussi, et ceux qui décident ne le sont pas moins. Alors, nous sommes coupables parce que peut-être nous ne proposons pas de dossiers pertinents, nous ne voyons pas la bonne personne, nous ne savons pas à quel moment actionner un levier pour que ça marche. Deuxièmement, si l'archéologie est enseignée à l'université, c'est aussi un domaine de souveraineté. L'État devrait savoir que c'est nécessaire. C'est pour ça qu'il y a médecine, c'est pour ça que voilà, il y a SVT, c'est pour ça qu'il y a lettres modernes. À partir du moment où l'État a mis ça en place, l'État aussi devrait, sans qu'on insiste, pouvoir doter les chercheurs en ressources pour qu'on puisse travailler. Voilà. On continue donc avec les défis. L'autre défi qui suit pour moi, c'est la conservation des découvertes. Voilà. Il faut dans ce domaine-là former, spécialiser davantage les archéologues. On peut fouiller, nous tous nous savons fouiller, nous savons rechercher l'information, mais je ne suis pas sûr que nous savons tous protéger ce qui est issu des fouilles. Voilà, donc c'est un grand défi, parce que l'objet en sécurité, là où il est enterré, si nous le sortons, c'est un devoir pour nous de faire en sorte qu'il ne disparaisse plus. Pourtant, on en a constaté à travers l'histoire des découvertes archéologiques qui se retrouvent à l'extérieur jusqu'à présent. Le dernier défi de mon point de vue va être la sensibilisation, la protection face surtout au risque de pillage. Parce que de plus en plus, les gens se sont rendus compte que l'Afrique regorge de trésors et on vient piller pour partir à l'extérieur. Et nous sommes souvent complices, nous Africains, de ce pillage-là. Parce que très souvent, nous pensons que c'est des objets sans valeur. Et donc, c'est nous-mêmes qui aidons les gens à partir avec. Et la sensibilisation aussi pour la non-collaboration avec d'autres acteurs du développement. Vous avez parlé tout à l'heure de routes. La plupart du temps, les sites archéologiques sont détruits au moment des grands travaux. De barrages, au moment de construction des routes, au moment de l'installation des mines d'or. Alors que la législation nationale a prévu que, avant tout travaux, il faut qu'il y ait l'intervention des archéologues pour confirmer que les travaux ne vont pas détruire des trésors qui permettent d'écrire l'histoire. Est-ce que ce n'est pas ce qui est fait? À mon avis, ce n'est pas suffisamment fait. Parce que tout récemment, au début du mois d'avril, j'étais à Ouargondga à la suite d'une alerte lancée par une collègue, et nous avons vu une entreprise qui est en train d'aménager une route, et cette route traverse de part et d'autre l'école de formation des archéologues. Ne serait-ce que les vestiges qu'on voit apparents, ne serait-ce que la colline, la butte, on devrait savoir quand même que c'est un truc qui n'est pas comme c'est un endroit qui n'est pas comme les autres. Donc il y a une sensibilisation à faire à tous ces conducteurs de Caterpillar, à tous ces entrepreneurs-là, pour que le développement, nous avons besoin de routes, mais si nous avons une route et nous ne sommes pas fiers de nous-mêmes après, c'est un problème. Je ne sais pas si on peut nous dire qu'on est équilibré dans le développement. Oui. Alors, dites-nous à présent, docteur, vous avez décidé de rendre hommage à un certain nombre de pionniers à travers une exposition que vous prévoyez au sein de l'université Joseph Kizerbo. D'où est venue l'idée? Qu'est-ce qui justifie qu'on ait besoin de rendre hommage à ces personnes-là qui, dans l'histoire de l'archéologie, ont été importantes, ont beaucoup contribué? Disons que c'est une tradition au niveau universitaire. Et quand vous avez des maîtres qui partent à la retraite,
et il faut leur rendre hommage. Et il y a plusieurs manières de rendre hommage. Nous avons des colloques, nous avons des séminaires, nous avons même des pots de revoir. Mais nous avons en archéologie, nous nous sommes dit que nous sommes assez spéciaux parce que nous sommes des chercheurs qui trouvons et nous trouvons des vestiges. C'est l'occasion de montrer à la communauté qu'est-ce que ces archéologues-là, quand ils étaient en activité, qu'est-ce qu'ils ont trouvé et d'intéressant à montrer à la communauté. C'est pour ça que nous avons imaginé la forme exposition là et non autre forme pour rendre hommage. Voilà, c'est notre devoir. Nous nous disons que, comme on dit dans les Saintes Écritures, notamment dans le Coran, le maître, ce n'est pas seulement celui qui t'apprend quelque chose, mais celui de qui tu retiens quelque chose. Et nous voulons montrer aux gens que nous avons retenu de ces hommes qui sont passés de la rigueur, le sérieux, le patriotisme et qui ont pu placer le Burkina à un moment donné dans la sous-région là comme une locomotive de la recherche en archéologie. Et donc nous avons un devoir de montrer aux gens comment ils ont travaillé pour que le Burkina Faso soit une locomotive et qu'est-ce que nous aussi nous devrions faire pour rester dans le sillage. Le thème que vous avez prévu pour cette exposition a retenu mon attention, 400 000 ans de présence humaine au Burkina. Pourquoi une telle thématique? Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, le temps, la définition de l'histoire c'est quoi? C'est l'étude de l'homme dans le temps. Le temps est divisé en deux parties, la préhistoire et l'histoire. Et si on prend aussi la préhistoire, il y a deux sous-points, le paléolithique et le néolithique. Et si on prend l'histoire, nous avons l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Donc nous avons bâti l'exposition là sur ce schéma-là. Qu'est-ce qu'on a du paléolithique au Burkina? Qu'est-ce qu'on a des néolithiques au Burkina? Et qu'est-ce qu'on a aussi pour les périodes historiques? Donc, pour la période des âges, l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, nous allons montrer des pierres taillées, de l'outillage, des pierres polies, comment est-ce que les premiers couteaux, les premières lames, les premières faucilles, etc. Pour la période historique, nous allons montrer les vestiges de la métallurgie du fer. Nous allons montrer la céramique, comment est-ce que les gens fabriquaient les premières céramiques au niveau du Burkina Faso. Nous allons aussi montrer des éléments d'art. Vous savez, au Burkina, comme l'homme était là il y a longtemps, il n'avait pas de bic, il n'avait pas de cahier, mais il exprimait ses talents dans ce que nous appelons les gravures et les peintures rupestres. Donc nous avons pu étudier tout cela. Nous allons montrer les premiers dessins, les premières représentations au niveau du Burkina Faso. Voyez. Et enfin, il y a aussi, d'une manière générale, l'archéologie funéraire. Les gens pensent que c'est maintenant avec qu'on inhume dans des cercueils. Nous avons des cercueils en céramique que nous avons retrouvés et nous allons montrer comment est-ce qu'on traitait les morts autrefois par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui où le temps c'est de faire vite et puis de passer à d'autres occupations. Voilà grosso modo. Et il y aura une grande fenêtre patrimoine culturel justement pour montrer que tout ce que nous avons trouvé en archéologie relève du patrimoine culturel et nous allons présenter aussi d'autres types de patrimoine qui permet de savoir qu'au Burkina Faso, des hommes ont vécu et des hommes ont fait des choses intéressantes et nous n'avons pas à rougir quand nous parlons de ces choses-là par rapport à d'autres personnes. Alors, Dr Simpori, c'est une exposition qui va se dérouler au niveau de l'université de Ouagadougou, l'université Joseph Kizerbo. Aujourd'hui, quel est l'invite particulier que vous avez à donner aussi à l'endroit des populations qui peuvent penser que cette exposition est réservée aux étudiants ou à certains intellects? Alors, l'expo à l'université, on a prévu 3 mois pour l'exposition à partir du 8 mai et après le 8 mai, et après l'exposition, après les 3 mois là, nous allons déporter l'exposition au musée national. Alors, sur le campus, nous allons occuper le bâtiment de l'école doctorale. Il n'y a pas de musée au niveau de l'université et c'est notre manière aussi d'interpeller pour qu'il y ait un musée à l'université. Et nous allons montrer en occupant l'école doctorale que en tant que professionnels du domaine, nous pouvons transformer tout espace en musée. Et il y aura des jours où il y aura des guides, mais c'est ouvert de manière permanente.
Et l'exposition est ouverte au grand public. Il n'y a pas, c'est pas réservé seulement à l'université, aux universitaires, aux étudiants en histoire, aux étudiants d'une manière générale. C'est public. Et d'ailleurs, nous avons organisé, nous comptons organiser tous les week-ends une descente des établissements secondaires et des écoles primaires pour leur expliquer certaines choses afin qu'ils puissent comprendre les leçons qu'on leur dispense au niveau du secondaire et au niveau du primaire. Donc c'est une exposition vraiment ouverte à tout le monde. Oui. Alors, docteur Lassina Semporé, nous vous disons merci d'avoir mélangé votre programme pour répondre présent à cette invitation pour le déjeuner de l'information sur True TV et Watt FM. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est une opportunité et tout gestionnaire du patrimoine doit capter toute opportunité qui permet de parler du patrimoine. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders True TV et Watt FM. Je rappelle que l'invité du jour était le docteur Lassina Semporé. Il est archéologue responsable du laboratoire d'archéologie, d'histoire des arts et des techniques de l'université Joseph Kizerbo. Il est également ancien secrétaire général du ministère en charge des arts, de la culture et du tourisme du Burkina. Il est aussi le premier archéologue entièrement formé au Burkina Faso. Merci à vous pour votre constante fidélité à nos programmes. En attendant, Dieu voulant, de vous retrouver pour un prochain numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. True TV, la télé interactive.